Elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle ne s'est pas effondrée sur le seuil de la maison qu'elle avait aidé à construire. La maison dont elle avait peint les murs de la chambre d'enfant à la main. La maison où elle avait préparé le dîner de la Saint-Valentin ce même soir. Elle continuait à croire, à essayer, à espérer. Elle restait simplement là, debout, dans le froid de février. 10 jours après une césarienne, un nouveau-né attaché à sa poitrine, la porte de sa propre maison se refermant devant elle, tandis que la femme que son mari avait amenée pour la remplacer réarrangeait les coussins à l'intérieur. La plupart des gens auraient craqué à ce moment-là. Sophia Calloway n'a pas craqué. Elle a passé un coup de défunt-fils. Et ce qui s'est passé au cours des 12 mois suivants a coûté à son mari tout ce qu'il pensait avoir acquis. Elle a révélé un crime financier qu'il croyait invisible et a rendu à Sophia non seulement une maison, non seulement un règlement, mais aussi quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse reconstruire elle-même. Restez avec cette histoire, car au moment où vous pensez savoir comment elle se termine, elle prend une tournure que vous n'aviez pas prévue. Et le rebondissement qui change tout n'est pas celui auquel tout le monde s'attendait. Leçon à retenir. Parce que parfois, la chose la plus puissante qu'une personne puisse faire n'est pas de se battre plus fort. C'est de documenter discrètement, de faire confiance aux bonnes personnes et de refuser, même dans le froid, même seul, de cesser de croire qu'elle valait la peine de se battre. Signification et valeur ajoutée pour le public. Cette histoire ne concerne pas seulement une femme, un mariage et une terrible nuit de février. Elle concerne toutes les personnes qui ont déjà signé un document en toute confiance sans le lire. Toutes les personnes qui ont renoncé à quelque chose, à une carrière, à leur indépendance, à une partie d'elles-mêmes, parce qu'un être cher leur a fait croire que c'était un acte de générosité. Toutes les personnes qui se sont retrouvées dans une situation de désolation totale et ont dû décider à ce moment précis s'ils allaient s'effondrer ou continuer. L'histoire de Sophia ne vous offre pas un manuel juridique. C'est une carte de ce qui est possible lorsque vous choisissez, ne serait-ce qu'une seule fois, ne serait-ce que de justesse, de passer à l'action. Si cette histoire vous a ému, si un seul moment vous a semblé familier ou vous a apporté quelque chose dont vous aviez besoin aujourd'hui, faites un petit geste qui ne vous coûte rien et qui signifie plus que vous ne le pensez. Laissez un commentaire. Il n'est pas nécessaire que ce soit long. Même un seul mot nous indique que l'histoire a touché quelqu'un. Partagez-la avec une personne. Vous ne savez peut-être pas pourquoi elle en a besoin. Partagez-la quand même. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, des histoires honnêtes sur les difficultés et réalistes sur ce qui vient après, abonnez-vous à cette chaîne. Nous serons là. Ce qui caractérise une belle vie, c'est qu'elle peut sembler intacte de l'extérieur, même si elle s'effondre tranquillement de l'intérieur. Sophia Calloway avait passé 4 ans à construire quelque chose en quoi elle croyait de tout son cœur, avec espoir et minutie. Une maison, un mariage, un avenir qui semblait suffisamment solide pour s'y construire. Et pendant longtemps, du moins de son point de vue, tout semblait fonctionner. La maison de Maple Ridge se trouvait au bout d'une rue calme de la banlieue du Connecticut, où les arbres se paraient de couleur dorée chaque mois d'octobre et où les voisins saluaient encore depuis leur allée. C'était une maison de style colonial, avec des volets blancs et un porche que Sophia avait décoré de petites lumières le premier hiver où ils avaient emménagé. Marcus avait ri en la voyant faire, debout sur un escabeau dans son manteau, démêlant les guirlandes lumineuses avec une détermination acharnée. « Tu vas tomber, lui avait-il dit. « Je ne vais pas tomber, avait-elle répondu. « Passe-moi la rallonge. » Il la lui avait tendue. Ah, elle avait fini d'accrocher les lumières, et ce soir-là, il s'était assis sous le porche avec 2 tasses de chocolat chaud et avait admiré ce qu'ils avaient créé ensemble. Assise là dans le froid, avec son mari à ses côtés et tout le quartier tranquille qui s'étendait devant eux, Sophia avait pensé que c'était exactement ce qu'elle voulait, ce moment précis, ordinaire et lumineux. Elle avait 32 ans. Elle avait abandonné sa carrière de professeur d'art dans un collège à la suggestion de Marcus, quelque part au cours de leur 2e année de mariage, afin de pouvoir se concentrer sur la construction de leur maison et, à terme, de leur famille. « Tu ne le regretteras pas, lui avait-il dit. « Je gagne assez pour nous deux. Tu travailles depuis l'âge de 16 ans. Repose-toi. » À l'époque, cela lui avait semblé généreux. Avec le recul et la lucidité que seule une fois que tout a été dépouillé peut apporter, elle comprendrait les choses différemment.
Ce n'était pas de la générosité. C'était de la première fissure dans ses fondations. Marcus Calloway avait 36 ans. Il était directeur régional des ventes dans une entreprise pharmaceutique appelée Meridian Health Solutions. C'était le genre d'homme qui se souvenait du nom de tout le monde lors d'une fête et qui oubliait la commande de café de sa femme à la maison. Il était sûr de lui, charmant d'une manière qui fonctionne mieux à distance. Il avait une poignée de main ferme, un beau sourire et l'habitude de donner l'impression que chaque pièce attendait légèrement son arrivée. Sophia était tombée complètement et sans réserve sous son charme, comme on le fait quand on a 28 ans, qu'on est optimiste et qu'on n'a pas encore appris que le charme et le caractère sont deux choses totalement différentes. Et 8 mois de grossesse, Sophia avait commencé à remarquer les fissures qu'elle avait dissimulées plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. Les soirées qui se prolongeaient après 22 heures sans un SMS, le téléphone posé face vers le bas sur la table à manger. L'eau de Cologne qui ne correspondait pas au flacon dans l'armoire de la salle de bain. Des détails insignifiants pris individuellement. Mais les habitudes ne mentent pas, même si les personnes qui les créent le font. Elle s'est dit d'attendre, de passer le cap de l'accouchement. Tout le reste pouvait attendre. Le 3 novembre, la petite Emma Rose Calloway est née à 6h47 du matin, pesant 3,2 kilos avec les yeux de sa mère et le menton de son père, ce que Sophia déciderait plus tard être la seule chose dont Emma avait besoin de Marcus. Le travail avait été long et l'accouchement avait nécessité une césarienne, ce qui signifiait que Sophia se remettait d'une opération chirurgicale majeure tout en apprenant à allaiter un nouveau-né et en gérant la fatigue particulière qui s'installe derrière vos yeux pendant les premières semaines de la vie d'un bébé et qui ne disparaît pas complètement avant des mois. Marcus était présent à l'hôpital. Il a brièvement tenu Emma dans ses bras, avec la raideur prudente d'un homme manipulant quelque chose dont il ne se sentait pas tout à fait sûr. Lorsque son téléphone a vibré pendant cette première heure, il a jeté un coup d'œil à l'écran. Sophia l'a vu regarder. Elle n'a rien dit, mais elle l'a remarqué. Elle remarquait toujours tout, même lorsqu'elle faisait semblant de ne rien voir. Au cours des 2 semaines qui ont suivi, Marcus est devenu un fantôme dans sa propre maison. Il rentrait tard, était absent le week-end, avait des dîners avec des clients qui se prolongeaient jusqu'après minuit. Sophia, qui bougeait encore avec précaution en raison de sa convalescence après l'opération, s'occupait seule des tétés de 3 heures du matin, des changements de couche et de la solitude particulière de s'asseoir dans une chambre d'enfant sombre à 4 heures du matin avec un bébé endormi sur la poitrine et un espace vide dans le lit au bout du couloir qui était censé être occupé par quelqu'un. Une nuit, alors qu'Emma avait 11 jours et que Marcus n'était pas rentré à 2 heures du matin, Sophia a pris son téléphone et a ouvert l'application de partage de localisation qu'ils avaient configurée ensemble 2 ans plus tôt, à l'origine comme mesure de sécurité. Le petit point bleu qui représentait son mari se trouvait à une adresse située à 12 minutes de leur maison. Elle a tapé l'adresse dans un moteur de recherche. Le résultat était un restaurant appelé le Barlow, un restaurant agréable, avec une carte des vins et un éclairage tamisé. Elle resta longtemps assise avec cette information. La maison était calme autour d'elle. Emma respirait doucement contre son épaule. Sophia posa son téléphone et dit très doucement dans l'obscurité « D'accord, alors. » Elle ne pleura pas. Elle n'était pas encore prête à pleurer. Elle était encore en train de se ressaisir, comme on le fait avant que quelque chose d'important et d'irréversible ne commence à voir. Elle serra sa fille un peu plus fort contre elle, se balança sur sa chaise et laissa passer la nuit. 3 jours plus tard, c'était le 14 février, la Saint-Valentin. Sophia avait préparé le dîner, bien qu'elle ne puisse rester debout plus de 20 minutes d'affilée. Rien d'extravagant. Des pâtes, une salade, des bougies sur la table. Un effort sincère de la part d'une femme qui espérait encore, malgré le poids croissant des preuves, qu'il restait quelque chose à sauver. Marcus rentra à la maison à 21 heures. Il n'était pas seul. La femme derrière lui s'appelait Claire Weston. Elle avait 29 ans, portait un manteau camel et des talons qui claquaient sur le parquet, et se comportait avec l'assurance particulière de quelqu'un à qui on a dit qu'il était en train de gagner. Elle regarda Sophia avec une expression soigneusement neutre qui ne fut pas tout à fait réussie. Marcus évita le regard de Sophia. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Sophia resta immobile dans sa propre cuisine, dans la maison qu'elle avait décorée, nettoyée et remplie des petits témoignages accumulés d'une vie qu'elle avait essayé de construire,
Tenant un torchon et regardant son mari et la femme qu'il avait amenés chez elle le jour de la Saint-Valentin, 10 jours après qu'elle ait accouché de sa fille par césarienne d'urgence. Elle dit avec un calme qui l'a surpris elle-même. « Tu l'as amené ici dans notre maison ce soir. » Marcus répondit, « Le mariage est terminé depuis longtemps, Sophia. » Et Claire dit avec le petit sourire de quelqu'un qui croit avoir déjà gagné. « Je lui ai dit que c'était une mauvaise idée, mais il a insisté pour être honnête. » Sophia regarda le mot « honnête » avec un regard qui disait « honnête, mon œil. » « Notre mariage est terminé depuis longtemps, Sophia. » Et Claire dit avec le petit sourire de quelqu'un qui croit avoir déjà gagné. « Je lui ai dit que c'était une mauvaise idée, mais il a insisté pour être honnête. » Sophia regarda le mot « honnête » pendant un moment, comme s'il s'agissait d'un objet qu'elle avait ramassé et trouvé vide. Puis elle dit très doucement « Sortez de ma cuisine. » Elle prit son téléphone et monta à l'étage. Marcus l'appela. Elle ne se retourna pas. Elle s'assit sur le bord du lit dans la chambre qu'elle avait partagée avec lui pendant 4 ans, regarda ses mains et comprit avec une certitude qui s'abattit sur elle comme une douche froide que tout ce qu'elle croyait savoir de sa vie était sur le point de changer. En bas, elle pouvait entendre les talons de Claire sur le parquet. Sophia prit une inspiration, puis elle passa un coup de fil. 30 minutes après que Sophia soit montée à l'étage, Marcus la suivit. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, les mains dans les poches, avec l'expression particulière d'un homme qui a pris une décision et qui attend maintenant que les formalités administratives soient réglées. « Je veux que tu partes ce soir, dit-il. » Sophia était assise sur le lit. Elle n'avait pas beaucoup bougé. Elle réfléchissait, ce qui est parfois la chose la plus dangereuse à faire quand quelqu'un compte sur vous pour réagir émotionnellement. « C'est ma maison, dit-elle. Mon nom figure sur l'hypothèque. » Marcus fouilla dans sa veste et en sortit un ensemble de documents pliés. Il les posa sur la commode avec le calme d'une personne qui a répété ce moment. « En fait, dit-il, j'ai refinancé l'année dernière. Tu as signé les papiers avec les documents fiscaux. Tu te souviens de la pile que je t'ai donnée en mars? La propriété est actuellement à mon nom uniquement. » La pièce devint très silencieuse. Sophia regarda les documents sans les toucher. Elle avait signé des papiers en mars. Une pile de papier que Marcus avait posée devant elle alors qu'elle était enceinte de 7 mois, épuisée par un deuxième trimestre difficile et confiante, toujours confiante envers l'homme qu'elle avait épousé. « Tu m'as fait renoncer à mon nom sur notre maison, dit-elle. Ce n'était pas vraiment une question. Je n'essaie pas d'être cruel, dit Marcus, ce que les gens disent lorsqu'ils sont cruels et ont décidé de reformuler leurs propos. Je paierai un hôtel pendant 2 semaines, le temps que tu trouves un logement. Claire t'aidera dans cette transition. » Depuis le rez-de-chaussée, il pouvait entendre Claire se déplacer dans le salon, le bruit des coussins qu'elle réarrangeait. Sophia se leva. Elle se dirigea vers le placard et commença à en sortir un sac. Des articles pour bébé. D'abord des couches, des lingettes, 2 grenouillères, la petite couverture en polaire d'Emma avec des canards jaunes, puis ses propres analgésiques dans la table de chevet, l'ordonnance de son obstétricien pour la convalescence post-opératoire, son chargeur de téléphone, son portefeuille. Elle travaillait avec une concentration mécanique, celle que votre corps produit lorsque votre esprit s'est temporairement détaché de la situation afin d'y survivre. Elle ne se permit pas de regarder la photo encadrée sur la commode, celle de leur mariage, où Marcus riait à quelque chose qu'elle avait dit, et elle le regardait avec une expression de bonheur pur et simple. Elle ne pouvait pas se permettre de regarder cela pour le moment. Lorsqu'elle eut terminé, elle prit le sac et descendit les escaliers. Emma dormait toujours dans le berceau dans le coin du salon, inconsciente, respirant doucement et régulièrement comme un bébé qui ne sait pas encore de quoi le monde est capable. Claire était sur le canapé. Elle leva les yeux lorsque Sophia entra. Aucune des 2 femmes ne dit rien. Sophia souleva Emma du berceau avec le mouvement prudent et habile de quelqu'un qui avait passé 10 jours à apprendre la manière exacte de tenir cette petite personne. Elle attacha Emma dans le porte-bébé contre sa poitrine, sentant le poids familier de sa fille se poser contre son cœur. Emma remua brièvement, puis s'immobilisa. Marcus se tenait près de la porte d'entrée. Il l'ouvrit. L'air de février pénétra immédiatement dans la maison, froid et direct. « Je t'appellerai demain, dit-il, ce qui était soit une promesse, soit un rejet, et probablement les 2. Sophia le regarda longuement. Elle regarda Claire. Elle regarda les bougies qu'elle avait allumées pour le dîner,
qui brûlaient encore sur la table, les pâtes qui refroidissaient dans la casserole, la salade qu'elle avait préparée, car elle croyait encore ce matin-là qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Puis elle dit doucement, mais avec une pointe d'agressivité qui resterait gravée dans la mémoire de Marcus plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. « Tu ferais mieux d'espérer que je souffre trop pour pouvoir réfléchir clairement ce soir, car demain, je me souviendrai de tout. » Elle sortit dans le froid de février. La porte se referma derrière elle. Elle entendit le verrou s'enclencher. Elle resta sur le porche pendant exactement 3 secondes, le temps que le froid lui glace le visage et que quelque chose dans sa poitrine se transforme en quelque chose d'utile. Puis elle marcha jusqu'à sa voiture, attacha Emma dans son siège auto avec des mains qui ne tremblaient pas et démarra le moteur. Elle appela sa sœur. Dana Hartley avait 38 ans. Elle était enseignante en maternelle et vivait à 20 minutes de là, dans une maison plus petite mais néanmoins plus chaleureuse à tous égards que la maison coloniale de Maple Ridge depuis des mois. Lorsque Sophia l'appela, Dana répondit à la 2e sonnerie. Malgré l'heure tardive, Sophia lui dit « Il l'a amené à la maison. Il m'a retiré de l'hypothèque. Il veut que je parte ce soir. » Dana resta silencieuse pendant un moment. Puis elle dit « Viens chez moi tout de suite. Conduis prudemment. J'allume la lumière du porche. » Sophia prit le volant. Emma dormait sur la banquette arrière, toujours inconsciente, respirant encore par petites bouffées rassurantes. Les rues étaient désertes à 22 heures. En février, le Connecticut est envahi par un silence glacial particulier, comme si le monde entier avait décidé d'attendre de voir ce qui allait se passer. Dana était à la porte avant même que Sophia ait fini de se garer. Elle descendit les marches du perron en chaussettes, vêtue d'un manteau jeté sur son pyjama. Elle fit entrer Sophia sans cérémonie, prit d'abord le sac à langer, puis tendit la main pour prendre Sophia par le bras et la guider vers la chaleur de la maison. Elles s'assirent dans la cuisine. Dana prépara du thé sans demander. Sophia lui raconta tout dans l'ordre chronologique. La façon dont on fait un rapport lorsque l'alternative est de s'effondrer et que s'effondrer n'est pas une option pour le moment. Lorsque Sophia eut terminé, Dana posa sa tasse. « Il a refinancé sans te le dire, dit-elle. »« J'ai signé ce qu'il m'a présenté, » répondit Sophia. « Je lui faisais confiance. » Dana regarda sa sœur pendant un moment, avec une expression qui traduisait tour à tour la tristesse, la colère, puis une détermination très particulière. « Ma colocataire à l'université est avocate spécialisée en droit de la famille, » dit-elle en sortant son téléphone. « Elle s'appelle Rebecca Cole. Je l'appelle tout de suite. Dana, il est 22 heures. »« Rebecca répondra, » dit Dana. Elle déteste les hommes comme Marcus. Sophia regarda sa fille endormie dans le porte-bébé posé sur la chaise de cuisine à côté d'elle, un petit poing serré contre sa joue, la couverture jaune avec des canards enroulés autour de ses jambes. « Elle a l'air d'être mon genre de personne, » dit Sophia. C'était la première fois de la soirée qu'elle esquissait quelque chose qui ressemblait à un sourire. Petit, bref et sincère. Dana était déjà en train de composer le numéro. Dehors, le vent de février soufflait contre les fenêtres. À l'intérieur, la bouilloire était encore chaude, la lumière du porche était allumée, et Sophia Calloway était assise dans la cuisine de sa sœur et commençait très calmement et très délibérément à se battre. Le premier appel est toujours celui qui change tout. Sophia venait de le passer. Rebecca Cole arriva le lendemain matin à 7h30, toujours vêtue de sa tenue de jogging, portant un sac fourre-tout rempli de bloc-notes et débordant de l'énergie de quelqu'un qui était déjà réveillé depuis 2 heures et qui avait des opinions à ce sujet. Elle avait 40 ans, le regard perçant, un sens de l'humour pince sans rire et les manières particulières d'une personne qui a passé 15 ans à voir les gens la sous-estimer et qui a appris à trouver cela utile. Elle examina les documents que Marcus avait laissés au nom de Sophia. Les papiers de refinancement, l'hypothèque originale et la poignée de documents fiscaux que Sophia avait pu extraire de la galerie photo de son téléphone pendant environ 4 minutes sans parler. Dana versa le café. Emma dormait dans le berceau qu'ils avaient installé dans un coin. Finalement, Rebecca leva les yeux. « D'accord, dit-elle. Le refinancement est un problème sérieux, mais pas nécessairement permanent. Dites-moi exactement comment cela vous a été présenté. » Sophia lui expliqua tout. La pile de documents en mars, l'épingle déjà dans sa main, Marcus expliquant qu'il s'agissait de documents fiscaux courants, un refinancement pour obtenir un meilleur taux,
rien qu'elle n'avait besoin de lire attentivement. Rebecca nota quelque chose. Est-il resté assis avec vous pendant que vous signiez, ou a-t-il laissé les papiers et est-il revenu? Il est resté assis là. Il a tourné les pages. Les avez-vous lus? J'ai lu les 2 premières pages. Puis il a dit qu'il était en retard pour un appel et que je devrais juste finir de signer. Rebecca a noté autre chose, puis elle a dit « Le Kansas est un État où s'applique le principe de répartition équitable. La propriété est peut-être actuellement à son nom, mais si des fonds matrimoniaux ont contribué au paiement de l'hypothèque, à l'acompte, aux améliorations, vous avez droit à une part équitable, quel que soit le nom qui figure sur l'acte. » Elle a fait une pause. « Combien de temps avez-vous contribué financièrement avant d'arrêter de travailler? » J'ai enseigné pendant 3 ans après notre mariage. Je versais chaque salaire sur notre compte commun. L'acompte pour la maison provenait de ce compte et de la décision d'arrêter de travailler. Qui en a eu l'idée? Lui. Il disait qu'il gagnait assez. Il disait que je devais me reposer. Sophia a entendu comment cela sonnait maintenant qu'elle l'entendait dire à haute voix dans la cuisine de quelqu'un d'autre. Il disait que c'était généreux. Rebecca acquiesça lentement. « Je veux être très clair avec vous sur un point, et j'ai besoin que vous l'entendiez comme un fait et non comme un jugement. Ce que vous venez de décrire, contrôler les finances, gérer ce que vous signez, diriger vos décisions de carrière. Ce sont des schémas que les tribunaux reconnaissent de plus en plus comme un contrôle économique au sein d'un mariage. Vous n'avez rien manqué. Vous étiez contrôlé. Il y a une différence. La cuisine est restée silencieuse pendant un moment. C'est la première chose que toute personne dans la situation de Sophia doit comprendre. Quand quelqu'un contrôle les informations financières dans une relation, quand il décide ce qui est signé, ce qui est expliqué et ce qui est discrètement détourné, l'autre personne n'est pas naïve. Elle est délibérément maintenue dans l'ignorance. La responsabilité incombe entièrement à celui qui tient la lampe torche et choisit de la diriger ailleurs. Dana posa une tasse de café devant Sophia. Rebecca poursuivit. « La nuit où il t'a envoyé dehors, le jour de la Saint-Valentin, y avait-il quelqu'un dans les environs? Des voisins? Des caméras dans la rue? » Sophia y réfléchit. Les Henderson, de l'autre côté de la rue, ont une caméra Ring sur leur poche. Elle est orientée vers la rue. Notre allée serait dans le champ. Rebecca sourit pour la première fois. C'était un petit sourire précis. « J'adore les voisins qui ont des caméras sur leur poche. » Elle prit note. « Encore une chose. Ses réseaux sociaux. Est-il actif? » Dana se pencha par-dessus la table et sortit son téléphone. Elle avait déjà fait une capture d'écran la veille au soir. Le post que Marcus avait publié sur son compte personnel. Une photo de lui et Claire à une table de restaurant, une bouteille de vin, des bougies en arrière-plan, publiée à 23h47. La légende disait « Nouveau chapitre » avec une coupe de champagne. L'horodatage indiquait 32 minutes après le départ de Sophia. Rebecca l'a regardé longuement. « Il a publié une photo de célébration, dit-elle. 32 minutes après avoir envoyé sa femme opérer et sa fille de 10 jours dehors en février. »« Oui, dit Dana. Et il travaille dans l'industrie pharmaceutique, dit Rebecca. »« Une industrie réglementée? »« Oui, Rebecca ferma son bloc-notes. Je vais avoir besoin d'une provision et d'environ 6 semaines, et je veux que vous compreniez tous les deux clairement une chose. Nous ne sommes pas en position de faiblesse ici. Il pense que nous le sommes parce qu'il a contrôlé l'information, ce qui signifie qu'il a contrôlé ce qu'il pensait que Sophia savait. Mais contrôler l'information n'est pas la même chose que contrôler les faits. Les faits sont toujours là. Nous allons les trouver. Elle se leva, son sac à main sur l'épaule, et regarda Sophia droit dans les yeux. Ne contactez pas Marcus, ne postez rien. Ne répondez à rien de ce qu'il vous envoie sans m'en parler d'abord. Un message à la fois, un document à la fois. Nous allons construire quelque chose dont il ne pourra pas se défaire. Sophia acquiesça. Et encore une chose, dit Rebecca, déjà en direction de la porte. Prendre des photos de tout ce à quoi tu as encore accès. Les relevés bancaires sur ton application mobile, les SMS, tous les documents financiers qu'il t'a envoyés par voie numérique. Fais-le aujourd'hui, avant qu'il ne se rende compte que tu ne restes plus les bras croisés. Elle partit. La porte d'entrée se referma derrière elle. Dana et Sophia restèrent assises dans le silence soudain. « Elle est terrifiante, dit Dana. « Elle est exactement ce dont j'avais besoin, répondit Sophia. Elle prit son téléphone et commença à faire des captures d'écran.
Pendant que Sophia documentait tout avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui venait de recevoir une raison de prêter attention, Marcus se tenait dans la cuisine de la maison de Maple Ridge. Il commettait la première d'une série d'erreurs de jugement catastrophiques. Il faut dire qu'il se sentait extrêmement confiant. C'était un problème. Marcus Calloway avait passé plusieurs mois à planifier ce qu'il considérait en privé comme sa transition. Après avoir soigneusement évalué la situation de Sophia, il avait conclu qu'elle serait trop bouleversée, trop dépendante financièrement et trop épuisée émotionnellement par sa nouvelle maternité pour opposer une réelle résistance. Elle n'avait aucun revenu. Elle se remettait d'une opération chirurgicale. D'après ce qu'il pouvait en juger, elle n'avait rien d'autre que sa sœur, un bébé et ce qui lui restait de fierté. Ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'est que la fierté chez la bonne personne n'est pas une vulnérabilité. C'est une source d'énergie. À ce stade, il ne savait pas non plus que Rebecca Cole existait. Claire était assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, consultant des sites web de décoration intérieure, avec l'attention particulière d'une femme qui attendait la permission de redécorer. Elle avait emménagé dans la maison 3 jours après la Saint-Valentin avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà mentalement emménagé plusieurs semaines auparavant. « Qu'est-ce qui t'inquiète ?» demanda-t-elle lorsque Marcus se tint debout devant le comptoir, les yeux rivés sur son téléphone. « Elle a transféré de l'argent, répondit-il. Claire leva les yeux. « Depuis le compte joint, précisa Marcus. Elle a transféré sa moitié ce matin. »« Sa moitié, répéta Claire. Elle pense qu'elle a la moitié. La structure de contribution initiale était égale, dit Marcus. C'était la première chose honnête qu'il avait dite depuis plusieurs mois au sujet du compte joint. Techniquement, oui, elle avait agi rapidement. Claire dit qu'elle avait eu de l'aide. Marcus dit qu'il commençait à ressentir, juste derrière son sternum, le premier petit frisson froid de quelqu'un qui a mal calculé son coût. Il repoussa cette pensée. Peu importe. La maison est à mon nom. La voiture est à mon nom. Elle peut retirer ce qu'elle veut du compte joint, c'est déjà pris en compte. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est toucher à la propriété. Ce qu'il ne savait pas et ne saurait pas avant plusieurs semaines, c'est que Rebecca avait également contacté les Henderson, ses voisins d'en face, qui, comme il s'est avéré, disposaient d'excellentes images de vidéosurveillance. Il ne savait pas que les registres des prestations pharmaceutiques de son entreprise montraient un schéma de dépenses qui allait bientôt devenir pertinent. Il ne savait pas que Donna avait fait une capture d'écran de son message de célébration I-147 avant qu'il ait pensé à le supprimer. Et il ne savait absolument rien de Paul Merritt. Il ne savait pas non plus ce que Sophia faisait avec son téléphone, ce qui était crucial. Dans l'entreprise pharmaceutique où travaillait Marcus, il existait un manuel des ressources humaines qui comprenait des directives claires sur la conduite et le comportement en public. Marcus ne l'avait jamais lu attentivement. Cela allait également devenir pertinent. Entre-temps, il commit sa deuxième erreur. Il appela Sophia. Elle ne répondit pas, ce qui le surprit. Elle avait toujours répondu auparavant. Il laissa un message vocal qui se voulait raisonnable et qui se situait quelque part entre la condescendance et la menace, expliquant qu'elle devait réfléchir attentivement à la manière dont elle souhaitait procéder, qu'il était prêt à se montrer courtois et que compliquer les choses ne ferait que nuire à Emma à long terme. Il a utilisé le nom d'Emma comme moyen de pression dans un message vocal. Cela a été enregistré. Rebecca le décrira plus tard dans des documents judiciaires comme une illustration de base de l'approche du défendeur en matière de coparentalité. La troisième erreur est survenue la même semaine, lorsque Marcus a croisé un ami commun nommé Greg dans une station-service et, se sentant expansif et confiant, lui a donné une version édulcorée des événements, selon laquelle Sophia avait des problèmes de santé mentale depuis la naissance, était devenue de plus en plus instable et qu'il avait pris la décision difficile de donner la priorité à la sécurité et au bien-être de tout le monde. Greg, qui n'était pas particulièrement subtil, en a parlé à sa femme. Sa femme en a parlé à 3 personnes à la sortie de l'école. Le jeudi de cette semaine-là, la voisine de Sophia, Heather, la regardait avec une sorte de pitié prudente qui signifiait que l'histoire était arrivée là en premier. Marcus pensait que cela jouait en sa faveur. Il ne comprenait pas que chaque personne qui avait entendu sa version et appris plus tard la vérité allait devenir un élément d'information dans un tableau plus large. Il construisait un récit, mais il le construisait sur un terrain qui était sur le point de changer. Pendant ce temps, Rebecca déposait la première série de requêtes d'urgence.
Pension alimentaire temporaire en attendant la procédure complète. Utilisation temporaire du véhicule conjugal étant donné que Sophia était la principale responsable du nouveau-né. Demande de documentation pour tous les comptes financiers associés au mariage. La demande de documentation était la plus importante. En effet, Rebecca avait des soupçons fondés sur ses 17 années d'expérience en droit de la famille et sur un schéma particulier. Elle avait remarqué, dans les relevés bancaires photographiés par Sophia, qu'il y avait plus d'argent que Marcus ne le laissait voir. Elle fit appel à Paul Merritt. Paul Merritt était un expert comptable judiciaire qui travaillait dans un petit bureau à Hartford et s'exprimait presque exclusivement en fait. Il était calme, méticuleux et extrêmement doué pour trouver des choses qui avaient été dissimulées. Rebecca lui faisait entièrement confiance et l'utilisait à bon escient. Lorsqu'elle a dit à Sophia qu'elle faisait appel à Paul, Sophia lui a demandé ce qu'il allait chercher. Rebecca a répondu « Je ne sais pas encore, mais je sais qu'il y a quelque chose à trouver. Les gens qui planifient et s'en vont comme Marcus l'a fait ne laissent généralement pas tout à la vue de tous. » Elle avait raison. Il faudrait 3 semaines à Paul pour terminer son examen initial. Les résultats, lorsqu'ils seraient connus, changeraient complètement la donne dans cette affaire, mais cela restait encore à venir. Pour l'instant, Sophia était chez Dana, où elle se remettait de son opération, apprenait à allaiter, se réveillait à 3 heures du matin avec Emma et s'asseyait dans la petite chambre d'amis avec son papier peint à fleurs, sa seule fenêtre donnant sur le jardin et sa sécurité totale et sans complications. Elle ne dormait pas bien. Elle ne mangeait pas autant qu'elle le devrait. Elle était fatiguée d'une fatigue qui lui habitait les os. Mais elle avait les idées claires, et c'était exactement ce dont elle avait besoin. 6 semaines après la Sainte-Valentin, quelque chose que Sophia ne s'était pas autorisée à espérer s'est produit. Elle a gagné. La demande de garde d'urgence déposée par Rebecca avec une précision minutieuse et étayée par les images de la caméra Ring de la maison Henderson. Les dossiers médicaux de l'obstétricien de Sophia documentant son état post-opératoire la nuit où elle a été renvoyée. Les dossiers pédiatriques montrant les soins continus prodigués à Emma sous la supervision de Sophia. Et les 57 publications sur les réseaux sociaux que Marcus avait supprimées, mais qui existaient dans 4 archives de capture d'écran distinctes, ont été présentées devant une juge du tribunal des affaires familiales nommée Patricia Warren. La juge Warren était âgée de 61 ans et présidait le tribunal des affaires familiales depuis 22 ans. Elle avait vu presque tout. Elle a examiné les preuves préliminaires avec l'expression de quelqu'un qui avait pris sa décision dans les 10 premières minutes, mais qui avait l'intention de respecter l'ensemble de la procédure malgré tout. L'audience a duré 2 heures. Garrett Price, l'avocat engagé par Marcus, était cher et bruyant et a déployé une stratégie consistant à suggérer que la convalescence postpartum de Sophia était une preuve d'instabilité, plutôt qu'une preuve qu'elle avait récemment subi une intervention chirurgicale majeure, ce qui était en réalité le cas. Rebecca a démantelé cette approche avec l'efficacité particulière de quelqu'un qui l'avait complètement anticipé. Lorsque la décision a été rendue, il était clair que la garde principale restait à Sophia en attendant la fin de la procédure. Marcus s'est vu accorder un droit de visite supervisé un samedi sur 2 dans un lieu désigné par les services sociaux. Une pension alimentaire temporaire a été ordonnée, d'un montant correspondant aux revenus déclarés de Marcus. La voiture du couple a été officiellement attribuée à Sophia. Devant le palais de justice, par un après-midi gris de mars, Dana a fondu en larmes. Rebecca était professionnellement calme, mais ses yeux brillaient. Sophia serra Emma contre sa poitrine et lut la décision 2 fois. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « La bataille pour la garde est terminée » répondit Rebecca. « Tu as gagné haut la main ?» Sophia expira. Quelque chose qui était resté coincé dans sa poitrine pendant 6 semaines se relâcha légèrement. Pour la première fois depuis le 14 février, elle s'autorisa à ressentir quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. C'était compréhensible. C'était aussi prématuré. 11 jours plus tard, Sophia se rendit en voiture chez ses parents dans l'ouest du Massachusetts pour un week-end. Sa mère n'avait pas encore rencontré Emma. Le trajet durait 2 heures. Elle envoya un SMS à Marcus vendredi après-midi pour lui faire savoir qu'elle serait hors du comté pendant le week-end et qu'elle reviendrait dimanche soir. Elle ne déposa pas de notification écrite auprès du tribunal. Elle ne savait pas qu'elle était tenue de le faire.
L'ordonnance de garde temporaire comprenait une disposition exigeant une notification écrite officielle par les voies légales appropriées pour tout déplacement en dehors du comté. Rebecca lui avait expliqué cette disposition lors de leur examen initial de l'ordonnance, mais, pressée par les préparatifs de l'audience de garde, elle n'avait pas été assez explicite sur les modalités de conformité. Sophia est rentrée chez elle dimanche soir en se sentant mieux qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Sa mère avait tenu Emma dans ses bras pendant 3 heures et avait pleuré doucement dans les cheveux de sa petite fille. Son père avait fait griller du poulet en février parce que Sophia avait dit qu'elle en avait envie. Debout devant le barbecue dans le jardin, vêtue de son manteau d'hiver, munie d'une spatule et d'une détermination qui lui serrait le cœur d'amour pour lui. Elle avait dormi 8 heures dans sa chambre d'enfant, avec Emma dans un lit portable à côté d'elle, et s'était réveillée en se sentant, l'espace d'un bref et authentique matin, comme elle-même. Puis Rebecca a appelé lundi à 9 heures. « Sophia, assieds-toi. » Ces 3 mots qui ne présageaient rien de bon. Sophia s'assit à la table de la cuisine de Dana. Emma était dans son siège à bascule, donnant des coupes de pied dans le mobile au-dessus d'elle, avec l'intensité concentrée d'une personne qui a découvert la relation de cause à effet et la trouve fascinante. Rebecca lui expliqua. L'avocat de Marcus avait déposé une requête pour réviser l'ordonnance de garde en se basant sur une violation de la clause de notification de voyage, le voyage dans le Massachusetts, le SMS, l'absence de dépôt officiel. « Peut-il la prendre à cause de cela? » demanda Sophia. « Pas de façon permanente, » répondit Rebecca. « Mais cela donne un pied à Garrett Price. Cela nous fait passer pour des négligentes aux yeux d'un juge qui accorde de l'importance au respect des procédures. Et le juge Warren accorde de l'importance au respect des procédures. Je ne savais pas que je devais déposer une demande officielle. Je lui ai envoyé un SMS. Je sais, et j'aurais dû être plus explicite lorsque nous avons examiné l'ordonnance. C'est de notre faute à tous les deux. » La voix de Rebecca était calme, mais elle trahissait une certaine prudence. « Voici ce que je veux que tu comprennes. Cela n'annule pas ce que nous avons construit. C'est un revers, pas un effondrement. Nous réagissons. Nous faisons preuve de bonne foi en nous conformant à la procédure à l'avenir. Et nous laisserons les conclusions de Paul Merritt modifier le centre de gravité de cette affaire. « Qu'a découvert Paul? » demanda Sophia. Une pause. « Je veux en discuter avec toi en personne, » répondit Rebecca. « Peux-tu venir à mon bureau demain matin? » Sophia regarda Emma, qui continuait à donner des coups de pied dans le mobile, toujours complètement indifférente au monde et à ses complications. « Oui, dit-elle, je serai là. » Elle passa le reste de la journée en silence. Dana prépara le dîner et ne posa pas trop de questions, ce qui était l'une des choses que Sophia aimait le plus chez sa sœur. Dana comprenait la différence entre présence et pression. Ce soir-là, après qu'Emma se fut endormie, Sophia s'assit dans la chambre d'amis plongée dans l'obscurité et réfléchit à ce que Rebecca avait dit. Un revers, pas un effondrement. Elle se répéta cette phrase jusqu'à ce qu'elle lui semble suffisamment vraie pour pouvoir s'endormir. Elle avait commis une erreur, et elle ne pouvait pas se permettre d'en commettre une autre. Demain, elle irait au bureau de Rebecca pour écouter ce que Paul Merritt avait découvert. Quoi que ce soit, elle s'en occuperait. Elle avait appris au cours des 6 dernières semaines que s'occuper des choses était désormais son rôle. C'était ce qu'elle avait toujours fait. En fait, elle l'avait toujours fait seule, mais ce n'était plus le cas désormais. Cela faisait toute la différence. Le bureau de Paul Merritt se trouvait au 4e étage d'un immeuble de Hartford qui sentait l'encre d'imprimante et la moquette usée, et où régnait cette combinaison particulière de sérieux et de sous-financement qui caractérise la plupart des espaces professionnels où des choses importantes se déroulent dans le calme. Il s'assit en face de Sophia et Rebecca à une table de conférence couverte de feuilles de calcul imprimées et s'exprima avec le soin et le pragmatisme de quelqu'un qui a appris à transmettre de grandes quantités d'informations par petites portions. « Je voudrais commencer par ce que je cherchais au départ, dit-il. Puis je vous dirai ce que j'ai réellement trouvé. » Rebecca acquiesça. Sophia avait les mains jointes sur la table devant elle, immobile. « Je cherchais des preuves d'actifs dissimulés dans les endroits habituels, » a déclaré Paul. Des comptes professionnels, des véhicules d'investissement, des accords de rémunération différés. Ce que j'ai trouvé au départ, c'est une société à responsabilité limitée enregistrée au nom de Claire Weston, ouverte 8 mois avant la date de votre séparation,
dans laquelle Marcus avait transféré une partie de ses commissions. Sophia ne dit rien. Le montant initial visible sur ce compte était d'environ 94 000 $. Paul a poursuivi. Ce chiffre représente les revenus détournés du patrimoine conjugal sur une période de 8 mois, à compter du moment où vous étiez enceinte d'environ 4 mois. Le silence régnait dans la pièce. Il constituait un fonds de sortie, a déclaré Rebecca, au profit de Sophia. Pendant que vous achetiez des meubles pour la chambre d'enfant, oui, dit Paul, mais ce n'est pas la découverte la plus importante. Il se tourna vers une deuxième série de documents. Lorsque j'ai examiné de plus près l'ensemble de la situation financière, y compris les structures de commissions différées utilisées par son employeur, une pratique courante dans la vente de produits pharmaceutiques et 2 comptes d'investissement supplémentaires ouverts au cours des 14 mois précédant la séparation, le total réel des actifs transférés ou structurés en dehors des comptes matrimoniaux visibles est plus proche de 340 000 $. Sophia entendit le chiffre. Elle comprit. Elle n'a pas transféré 340 000 $ pendant sa grossesse, pendant sa convalescence. Pendant qu'elle allaitait Emma à 3 heures du matin, seule dans une chambre d'enfant plongée dans l'obscurité, croyant avec une confiance déclinante, mais un effort sincère, que son mariage valait la peine d'être sauvé. Mais Paul a dit que ce n'était toujours pas la découverte la plus importante. Il s'est tourné vers un 3e document et l'a posé sur la table devant Sophia. Il s'agit d'une copie du document de refinancement que vous avez signé en mars de l'année dernière. Je voudrais attirer votre attention sur le cachet du notaire à la page 4. Sophia l'a regardé. Le notaire dont le cachet apparaît sur ce document est un homme nommé Gerald Hooper, un notaire agréé qui a exercé dans ce comté pendant 23 ans. J'ai vérifié ses dossiers d'agrément. Il a fait une pause, comme quelqu'un qui sait que la phrase suivante va changer l'atmosphère d'une pièce. Gerald Hooper a pris sa retraite en mars dernier. Sa licence a expiré à sa retraite. Il est entré dans un établissement de soins la semaine suivante et n'a plus le statut de notaire actif depuis. Le document de refinancement portant son cachet est daté de novembre dernier. Silence, il n'aurait pas pu le certifier. Sophia a dit qu'il était à la retraite. Il était dans un établissement de soins pour personnes atteintes de troubles de la mémoire en novembre. Paul a dit qu'il n'avait plus de licence de notaire active depuis mars. Rebecca a dit très doucement. Le document de refinancement est frauduleux. Ce serait la qualification juridique, a dit Paul. Sophia s'est assise à la table de conférence dans le bureau de Paul Merritt et a regardé le document devant elle et a compris avec une clarté qui avait la qualité spécifique de quelque chose que l'on ne peut pas ignorer, que son mari n'avait pas simplement fait des choix impulsifs par désir ou égoïsme. Il avait planifié tout cela. Il s'était procuré un cachet notarial falsifié ou avait utilisé sans autorisation les références d'un notaire à la retraite et s'en était servi pour retirer son nom de l'acte de propriété de leur maison alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Ce n'était pas un homme qui avait perdu la tête. C'était un homme qui avait pris une série de décisions délibérées et calculées et qui avait parié qu'elle ne les examinerait pas d'assez près pour les remarquer. Elle lui avait fait confiance. Il s'était servi de cette confiance comme d'un outil. Ce n'est pas seulement une faute dans le cadre d'un divorce, a déclaré Rebecca. Et sa voix avait une tonalité que Sophia n'avait jamais entendue auparavant. C'est quelque chose de grave et de certain. L'utilisation d'un document notarié frauduleux est un crime. Une fraude documentaire, potentiellement un faux. Nous ne sommes plus seulement dans le domaine du tribunal des affaires familiales. Le deuxième événement catastrophique s'est produit la semaine suivante. Garrett Price a déposé sa réponse aux demandes de documentation de Rebecca et, enfoui dans les formulaires de divulgation financière, parmi les termes relatifs à la création d'une LLC et aux structures de rémunération différées, se trouvait une clause qui révélait autre chose. Marcus avait, dans les mois précédant la séparation, contracté une deuxième hypothèque sur la maison. Il ne s'agissait pas d'un refinancement, mais d'un prêt distinct sur la valeur nette de la propriété. 112 000 $ avaient été retirés 11 mois plus tôt et déposés sur un compte dont Sophia ignorait l'existence. Le prêt était garanti par les biens matrimoniaux, ce qui signifiait que même si le refinancement frauduleux était annulé et que le nom de Sophia était rétabli sur l'acte de propriété, il y avait désormais une hypothèque sur la valeur nette de la maison qui réduisait sa valeur aux fins du partage matrimonial. Non seulement il avait supprimé son nom, mais il avait emprunté sur la base même de la fondation. Rebecca a ajouté cela au dossier. Elle l'a ajouté avec précision et sans émotion apparente.
Comme on ajoute un élément porteur à une structure déjà suffisamment solide pour le supporter. Le troisième événement catastrophique était moins grave, mais d'une certaine manière plus douloureux. Sophia avait rendez-vous chez le pédiatre un mercredi après-midi. Emma avait un contrôle médical à 8 semaines. Dans la salle d'attente, elle a croisé Heather, une femme de leur quartier qui faisait partie du cercle social qu'elle et Marcus partageaient depuis 3 ans. Club de lecture, fête de quartier. Le genre de voisine à qui on fait signe depuis son allée et avec qui on boit parfois un verre de vin lors des soirées chaudes. Heather a regardé Sophia avec l'expression particulière de quelqu'un qui a entendu une histoire et ne sait pas trop quoi en faire. « J'ai tout entendu, dit-elle. Je suis vraiment désolée que ça n'ait pas marché. »« Merci, a répondu Sophia. Marcus m'a dit que ça avait été très difficile, que tu avais eu du mal depuis la naissance, qu'il avait dû gérer beaucoup de choses. » Sophia a regardé Heather. Elle a regardé Emma dans son siège auto, âgée de 8 semaines, les joues rondes et chaudes, en parfaite santé, parfaitement soignée. Il était au restaurant avec sa petite amie à 23h47, a dit Sophia, d'une voix calme et posée. La nuit où il m'a mise à la porte en février avec notre bébé de 10 jours. J'ai le reçu, j'ai le message qu'il a supprimé. J'ai les images de la caméra Ring de l'autre côté de la rue. Et j'ai le rapport des experts comptables sur les 340 000 $ qu'il a transférés pendant ma grossesse. Heather a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Bon rendez-vous, Heather, » a dit à Sophia. Elle est entrée dans le cabinet du pédiatre. Elle s'est assise dans sa salle d'attente et a respiré profondément, ne laissant transparaître son chagrin qu'une fois dans sa voiture, où elle s'est autorisée exactement 4 minutes de pleurs avant de s'essuyer le visage et de retourner chez Dana. Car la communauté avait en partie changé d'avis à cause de l'histoire qui circulait dans le quartier et parmi leurs amis communs, une histoire façonnée et diffusée par Marcus avant que Sophia n'ait eu l'occasion de dire un mot. C'est l'un des aspects les plus douloureux de la situation dans laquelle se trouvent les personnes comme Sophia, et cela mérite d'être dit clairement. Lorsque quelqu'un contrôle le récit dès le début, les personnes qui l'entendent en premier sont les plus difficiles à atteindre par la suite. Certaines d'entre elles ne changeront jamais d'avis, même lorsque la vérité deviendra indéniable. Le conseil ici est de ne pas les poursuivre. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de convaincre les personnes qui ont choisi un camp sans vous consulter. Construisez de nouvelles bases, soyez cohérents. Laissez les faits parler quand vous ne pouvez pas le faire. Sophia ne les a pas poursuivis. Elle est rentrée chez elle, a aidé Dana à préparer le dîner et a serré Emma contre sa poitrine pendant que le journal télévisé du soir passait tranquillement en arrière-plan, et elle a dit très doucement à sa fille qu'elles allaient s'en sortir. Elle y croyait. Pour la première fois, elle y croyait sincèrement. 3 jours après que le rapport complet de Paul Merritt ait été remis au bureau de Rebecca et officiellement déposé comme preuve supplémentaire, l'avocat de Marcus, Garrett Price, a appelé Rebecca à 8h du matin. Rebecca a répondu tout en prenant son petit déjeuner. « Cole, dit-elle. »« Rebecca. » La voix de Garrett avait changé. La confiance expansive dont il avait fait preuve dans le couloir du tribunal, l'énergie d'un Golden Retriever, comme Dana l'avait un jour décrite, avait disparu. Il ne restait plus que le ton prudent d'un homme qui avait passé la nuit à examiner des documents et qui s'exprimait désormais d'une manière complètement différente. « Garrett, dit Rebecca, je pense que nous devrions discuter de la marche à suivre. Je vous écoute. Mon client est disposé à envisager un accord à l'amiable. » Rebecca posa sa tasse de café. « Vraiment? Mais compte tenu de la complexité de la situation financière telle qu'elle s'est développée, dit Garrett, choisissant ses mots avec la prudence de quelqu'un qui navigue dans un champ de mine avec des chaussures neuves. Et compte tenu de certains aspects de la documentation relative à la propriété qui ont été mis en lumière, Marcus aimerait éviter une procédure prolongée. « Une procédure prolongée ?» répéta Rebecca d'un ton aimable. « Vous voulez dire une procédure pénale ?» Une pause. Il aimerait régler cette affaire devant le tribunal des affaires familiales. Alors il aurait dû y pétrir avant d'utiliser un cachet de notaire frauduleux sur une modification d'acte alors que sa femme était enceinte de 8 mois. Une autre pause, plus longue cette fois. De quoi Sophia aurait-elle besoin pour envisager un accord? Rebecca reprit son café. « Je vais lui demander. » Elle se rendit chez Dana cet après-midi-là. Sophia était dans le jardin, malgré le froid, assise sur une chaise pliante avec Emma blottie sur ses genoux. « Je prends juste l'air, dit-elle. » Dana sortit avec 3 tasses de thé
et s'assit sur les marches arrière. Rebecca lui exposa clairement la situation. Marcus voulait conclure un accord. Il avait peur d'être poursuivi pour fraude documentaire. Il avait peur de ce que le montant de 340 000 $ dissimulé représenterait aux yeux d'un juge qui avait déjà vu son message de la Saint-Valentin. Il avait peur de ce que le service des ressources humaines de son employeur ferait avec un dossier judiciaire public faisant état d'une faute financière. « Qu'est-ce que cela signifie, conclure un accord ?» demanda Sophia. « Cela signifie que nous négocions les conditions et les présentons au tribunal pour ratification plutôt que de passer par un procès complet. Cela signifie une résolution plus rapide. Cela signifie que vous contrôlez certaines des conditions plutôt que de les laisser à un juge. Et que voudrais-je? C'est exactement la bonne question, répondit Rebecca. Sophia regarda Emma. Le bébé était réveillé et observait une feuille tomber sur la couverture avec la curiosité concentrée de quelqu'un qui découvre les feuilles pour la première fois, ce qui était le cas. « Je veux la maison », a déclaré Sophia. « Je veux que mon nom soit rétabli dans l'acte de propriété et que le document frauduleux soit officiellement invalidé. Je veux que la deuxième hypothèque soit traitée dans le cadre du règlement et non laissée à ma seule gestion. Je veux la garde principale avec des conditions clairement rédigées afin qu'ils ne puissent pas les réinterpréter plus tard. Je veux une divulgation financière complète et un montant de règlement qui reflète ce qu'il a réellement caché et non le montant réduit qu'il a structuré pour donner cette impression. Et je veux que tout cela soit consigné au dossier dans la salle d'audience du juge Warren, où il ne pourra pas être renégocié discrètement plus tard. » Rebecca l'a noté. « Autre chose ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit Sophia. Je veux qu'il soit officiellement reconnu dans le dossier qu'Emma était un nourrisson de 10 jours lorsqu'elle a été envoyée dehors en février. Je ne veux pas que cela disparaisse dans un accord discret où personne n'aura jamais à le dire à haute voix. » Dana émit un petit son qui n'était pas tout à fait des mots. Rebecca regarda Sophia par-dessus son bloc-notes avec une expression chaleureuse, sincère et sans réserve. « Très bien, dit-elle. Mettons-nous au travail. » S'ensuivirent 2 semaines de négociations menées entièrement par l'intermédiaire d'avocats, ce qui est exactement la manière dont elles doivent se dérouler lorsque les 2 parties sont une femme qui tente de protéger sa fille et un homme qui tente de minimiser son exposition à des poursuites pénales. Garrett Price se présenta à la table des négociations avec un chiffre. Rebecca lui dit que ce chiffre était insuffisant et lui expliqua pourquoi dans un document de 11 pages. Garrett revint avec un chiffre révisé. Rebecca lui a répondu que les conditions relatives à la propriété étaient toujours inacceptables. Cela s'est poursuivi au rythme d'un processus qui se déroule dans les salles d'audience depuis aussi longtemps qu'il existe des mariages qui se terminent mal, jusqu'à ce que les conditions atteignent un point que Rebecca jugeait défendable et que Sophia, en les lisant à la table de la cuisine de Dana à 23 heures, avec Emma endormie dans la pièce voisine, a reconnu comme reflétant la vérité de ce qui lui avait été enlevé. La veille de l'audience de règlement, Sophia n'arrivait pas à dormir. Assise dans le fauteuil à bascule de la chambre d'amis, dans l'obscurité, elle pensait à la maison de Maple Ridge, au poche avec ses guirlandes lumineuses, à la chambre d'enfant qu'elle avait peinte elle-même dans un jaune pâle qui semblait presque doré dans la lumière de l'après-midi, à la cuisine où elle avait préparé le dîner le jour de la Saint-Valentin. Toujours croyante, toujours pleine d'espoir, elle repensa à celle qu'elle était, debout sur un escabeau dans son manteau d'hiver, démêlant les guirlandes de Noël, tandis que Marcus, en bas, lui disait qu'elle allait tomber. Elle repensa à la façon dont elle lui avait répondu qu'elle n'allait pas tomber. Elle avait eu raison, mais pas dans le sens où elle l'avait voulu. L'honorable Patricia Warren avait vu beaucoup de choses au cours de ses 22 années passées au tribunal des affaires familiales. Elle avait vu une cruauté extraordinaire exprimée à voix basse et un amour extraordinaire démontré dans des circonstances impossibles. Elle avait vu des gens au pire d'eux-mêmes et parfois à quelque chose qui s'approchait du meilleur d'eux-mêmes. Au fil de ces décennies, elle avait développé une qualité d'attention totalement dénuée de sentimentalisme et totalement dénuée d'indifférence, ce qui est une combinaison difficile à maintenir, mais nécessaire dans son travail. Elle examina les documents du règlement pendant 6 minutes avant le début de l'audience. Son expression ne changea pas pendant ces 6 minutes. La salle d'audience était très calme. Sophia était assise à la table du requérant, avec Rebecca à ses côtés.
Elle portait une robe bleu foncé et ses cheveux étaient simplement tirés en arrière. Elle n'avait pas dormi plus de 4 heures, mais elle avait mis son insomnie de côté et l'avait remplacée par le calme particulier de quelqu'un qui est arrivé au bout d'un très long chemin et qui a l'intention de le parcourir jusqu'au bout. Marcus était assis à la table du défendeur avec Garrett Price. Il semblait diminuer. Son costume était toujours aussi cher, mais il ne lui allait plus comme 2 mois plus tôt. Dans le couloir du tribunal, lorsqu'il était convaincu que l'écart entre ses ressources et celles de Sophia lui permettrait de remporter cette affaire. Il s'était trompé sur un certain nombre de points. Celui-ci avait été le plus déterminant. Claire n'était pas présente. Elle n'avait assisté à aucune des audiences. Après la conversation à la table de la cuisine, lorsque Marcus avait confirmé le notaire, elle avait déménagé ses affaires de la maison avec une efficacité remarquable et était retournée dans son appartement. D'après ce que Sophia savait, elle s'était largement retirée de la situation. Il y avait là quelque chose que Sophia ne s'attendait pas à ressentir, à savoir une petite sympathie complexe. Claire avait fait des choix difficiles. On lui avait également présenté une version des faits spécialement conçue pour minimiser le coût de ses choix. Au final, son expérience n'était pas très différente de celle de Sophia. Les mécanismes étaient les mêmes, seules les positions étaient différentes. Elle ne partagea pas cette observation avec Donna, qui avait des sentiments beaucoup moins complexes à l'égard de Claire. La juge Warren posa le document. « Monsieur Calloway, dit-elle, vous comprenez qu'en concluant cet accord, vous reconnaissez que les conclusions de l'examen financier judiciaire sont exactes et complètes. » Marcus répondit, « Oui, votre honneur. Vous comprenez que la propriété de Maple Ridge reviendra à la propriété exclusive de Mme Calloway, que la notarisation frauduleuse est officiellement invalidée et que la dette hypothécaire sera traitée à l'aide des fonds du règlement plutôt qu'à l'aide du patrimoine matrimonial. Oui, votre honneur, vous comprenez les conditions de garde des enfants telles qu'elles sont écrites, y compris la disposition selon laquelle toutes les communications concernant les modifications d'horaire doivent être documentées à l'aide de l'application de coparentalité spécifiée dans l'accord. Oui, le juge Warren le regarda un instant, puis elle a déclaré « Je tiens à noter au dossier, et je le fais rarement lors des audiences de règlement, car mon rôle n'est pas de commenter, mais de statuer, que les circonstances documentées dans cette affaire, en particulier les mesures prises dans la nuit du 14 février, représentent un comportement que cette Cour juge profondément troublant. Un nourrisson de 10 jours a été retiré d'un abri approprié par un parent qui se remettait d'une opération chirurgicale majeure par des températures hivernales. Ce fait désormais partie du dossier et y restera. La salle d'audience était très calme. Cela dit, a poursuivi la juge, l'accord négocié reflète de manière équitable les réalités financières et parentales de la situation, et il est dans l'intérêt de l'enfant que cette affaire soit résolue. J'approuve l'accord tel qu'il a été présenté. Elle a signé. Le bruit du stylo sur le papier était faible dans la grande salle. Rebecca a brièvement touché le bras de Sophia, un petit geste professionnel qui en disait long. À la table du défendeur, Garrett Price rassemblait rapidement ses papiers. Marcus est resté assis un instant, immobile, les yeux fixés sur la table. Puis il a repoussé sa chaise et s'est levé. Sophia l'a regardé sans expression, tandis qu'il se dirigeait vers la porte sans la regarder. Il s'est arrêté juste avant d'atteindre la sortie. Il se retourna. Il regarda Sophia. Son visage avait l'expression ouverte et sans défense de quelqu'un qui n'a plus aucune position à défendre. « J'ai fait une erreur, dit-il. C'était presque trop calme pour être entendu. » Sophia le regarda. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui s'était tenu sous le porche en hiver et lui avait tendu une rallonge électrique en riant lorsqu'elle lui avait dit qu'elle ne tomberait pas. L'homme qui s'était assis à côté d'elle à une table d'hôpital pendant qu'elle signait des papiers, en qui elle avait confiance. L'homme qui avait ouvert une porte le jour de la Saint-Valentin et laissé entrer le froid de février. « Je sais, dit-elle, ce n'était pas du pardon, ce n'était pas l'absence de colère. C'était la simple reconnaissance d'une vérité qu'elle avait déjà acceptée. Il avait commis une erreur. Plusieurs. C'était à lui de les assumer désormais, pas à elle. Il partit. Sophia resta assise un moment dans la salle d'audience silencieuse. Le porte-bébé d'Emma était à côté d'elle sur la chaise. Emma dormait, bien au chaud, sans se douter que les documents qui régiraient son avenir venaient d'être signés. Puis elle se leva,
enfila son manteau et sortit dans la lumière de l'après-midi. Dana l'attendait sur les marches du tribunal. Elle avait apporté du café. Rebecca sortit un instant plus tard, mallette à la main, déjà en train de consulter son téléphone avec l'attention concentrée de quelqu'un qui a une autre affaire à traiter. « Rebecca, dit Sophia. » Rebecca leva les yeux. « Merci. » Rebecca la regarda un instant. « C'est toi qui as fait le travail, dit-elle. Je savais juste où chercher. » Puis elle se dirigea vers sa voiture et Sophia resta sur les marches du palais de justice avec sa sœur, sa fille, son café et l'accord de règlement qui faisait désormais officiellement partie des archives publiques du tribunal des affaires familiales du Connecticut. Et elle ressentit pour la première fois en 5 mois cette sensation particulière et unique d'avoir les pieds sur terre. Il y a une prise de conscience particulière qui se produit lorsqu'une personne qui croyait gagner découvre que le jeu n'était pas celui qu'elle pensait. Claire Weston était entrée dans la maison de Maple Ridge en février avec l'assurance de quelqu'un qui avait évalué la situation et l'avait trouvée gérable. Une nouvelle mère fatiguée, un homme sous contrôle, une maison déjà promise, une vie qui avait été organisée pour son arrivée. Ce qu'elle n'avait pas évalué parce qu'elle s'était fiée à l'évaluation de Marcus et que Marcus s'était trompé sur presque tout, c'était Sophia Calloway. Les semaines qui ont suivi le règlement ont été calmes pour Claire, du moins en apparence. Elle était de retour dans son appartement, qu'elle avait conservé, comme elle l'avait mentionné à Marcus lors de leur dernière conversation. Elle avait repris son travail, qu'elle avait failli perdre pendant sa suspension, mais qu'elle avait réussi à conserver après une réunion avec les ressources humaines, au cours de laquelle elle avait soumis une déclaration écrite et accepté une note officielle dans son dossier. Les collègues qui avaient chuchoté étaient pour la plupart revenus à leurs propres préoccupations. Les messages anonymes sur son téléphone avaient diminué. Elle allait bien, plus ou moins, mais elle n'était pas indemne. Il y a une expérience particulière qui découle du fait de voir l'histoire que l'on s'est racontée à propos d'une situation s'effondrer sous le poids des faits. Claire s'était raconté une histoire dans laquelle Marcus était un homme dont le mariage était en échec, qui rompait définitivement, prêt à construire quelque chose de nouveau. Elle s'était dit que Sophia était finie, qu'elle avait tiré un trait sur le passé, qu'elle était déjà partie à tous les égards ce qui comptait. Marcus avait été cohérent et convaincant sur ce point. Il savait être convaincant. Ce qu'elle n'avait pas su jusqu'à ce que la procédure judiciaire soit suffisamment visible pour être trouvée dans les archives publiques du tribunal, c'est que la femme qu'elle avait mentalement classée comme finie avait passé les mois pendant lesquels Claire était certaine de tout documenter, à s'assurer une représentation et à monter un dossier avec la patience méthodique de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et une fille à protéger. Un mercredi soir, environ un mois après le règlement, Claire était assise à la table de sa cuisine, un verre de vin à la main, dans le calme de son appartement, et elle réfléchit longuement à ce à quoi elle avait contribué, à ce dont elle s'était éloignée, et à la différence exacte entre être trompée et choisir de croire la version des événements qui vous convenait. Elle n'est pas parvenue à des réponses satisfaisantes. Elle ne s'y attendait pas. Ce qu'elle a fini par faire, et c'est un petit détail qui n'a jamais été mentionné au tribunal, ni dans le dossier judiciaire, mais qui n'en est pas moins important, c'est écrire une lettre. Elle ne l'a pas envoyée à Sophia. Elle l'a envoyée à sa propre mère. Un long récit honnête de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle avait compris trop tard et de ce qu'elle allait devoir porter à l'avenir. Sa mère, une femme pragmatique ayant une formation en travail social, l'a lu, l'a appelé et lui a dit « Tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu peux faire des choix différents et c'est à cela que servira le reste de ta vie. » Claire a conservé la lettre. Elle la lisait de temps en temps, comme on lit les choses les plus difficiles à regarder, car les regarder permet de ne pas les répéter. Marcus, quant à lui, avait emménagé dans un appartement de 2 chambres à 20 minutes de Maple Ridge. C'était suffisant. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il avait prévu, dans la vision détaillée et intime qu'il avait nourrie pendant des mois, de vivre dans la maison de Maple Ridge avec Claire et de se sentir comme un homme qui avait choisi la vie qu'il voulait plutôt que celle qu'il avait acceptée. Cette version des événements était désormais révolue. Il s'est présenté pour sa première visite supervisée avec Emma un samedi matin d'avril, alors que les arbres commençaient à bourgeonner et que le monde avait la luminosité timide du début du printemps. Le centre de visite était un espace joyeux, avec une salle familiale dédiée et un membre du personnel qui documentait la visite sans porter de jugement.
Il prit Emma dans ses bras pour la première fois depuis l'hôpital. Elle avait énormément changé en 4 mois. Elle était plus lourde, plus alerte, intéressée par tout. Elle le regardait avec la curiosité franche et candide d'un bébé qui ne sait pas encore ce que signifie une relation et traite chaque visage avec la même considération. Il pleura silencieusement, le dos à demi tourné, mais le membre du personnel qui supervisait la visite le remarqua, et Sophia, en relisant le rapport de visite ce soir-là, vit la note. Elle resta assise un moment avec cette pensée. Elle ne ressentait pas de triomphe. Elle ressentait quelque chose de plus compliqué. La tristesse particulière de voir quelqu'un comprendre trop tard ce qu'il avait, ce qui n'est pas la même chose que la compassion, mais qui vit dans le même quartier. Elle appela Rebecca. « Il a pleuré pendant la visite, dit-elle. »« Ce n'est pas inhabituel, répondit Rebecca. »« Je sais, a répondu Sophia. C'est juste que je ne sais pas quoi faire. »« Tu n'as rien à faire. » Rebecca a dit qu'il avait fait des choix. Il vit avec. Tu as fait des choix. Tu vis avec les tiens. Ce sont 2 choses distinctes maintenant. Est-ce mal que je ressente encore quelque chose? Non. Rebecca a dit que ce serait mal si tu ne ressentais rien. Tu as été marié avec lui pendant 4 ans. Tu l'aimais. Ressentir quelque chose n'est pas la même chose qu'être affaibli par cela. Après avoir raccroché, Sophia s'assit un moment dans le salon de la maison de Maple Ridge. Sa maison, les guirlandes lumineuses sur le porche étaient allumées. Elle les avait remises en place le premier samedi après son retour, debout sur l'escabeau en avril au lieu de novembre, démêlant les mêmes fils qu'elle avait démêlés 4 ans auparavant, quand tout semblait encore possible. Dana se tenait en bas et la regardait. « Tu vas tomber » avait dit Dana. « Je ne vais pas tomber » avait répondu Sophia. Elle avait fini d'installer les guirlandes. Elle s'était ensuite tenue sur le porche et les avait regardées longtemps, brûlant régulièrement dans la soirée printanière, et elle avait pensé à quel point elles semblaient identiques de là où elle se tenait, à quel point elles lui étaient familières, à quel point elles étaient complètement, totalement différentes. 1 an plus tard, la maison de Maple Ridge avait changé comme changent les maisons lorsqu'elles sont réellement habitées, c'est-à-dire qu'elle était devenue plus elle-même. Il y avait des tableaux au mur, des œuvres de Sophia, le genre de tableau que l'on peint lorsqu'on est en train de travailler sur quelque chose d'important et qu'on n'a pas encore les mots pour l'exprimer, des tableaux aux couleurs vives, légèrement inachevés, comme le sont les belles choses qui sont encore en devenir. Dana avait encadré le plus beau, une œuvre abstraite dans des tons bleus foncés et or chaud, et l'avait accroché dans le couloir sans demander, ce qui était un geste d'amour. Sophia y pensait parfois lorsqu'elle passait devant. Emma avait 13 mois et venait de découvrir les escaliers qu'elle abordait avec l'insouciance confiante d'une personne qui n'a pas encore suffisamment d'expérience des chutes. Elle se hissait sur les meubles, se laissait tomber et restait debout sans soutien pendant 3 ou 4 secondes avant de retomber à 4 pattes avec une expression de légère surprise, puis de recommencer. Elle était, selon l'évaluation tout à fait impartiale de Sophia, extraordinaire. L'association à but non lucratif était une idée de Rebecca. Ou plutôt, c'était elle qui avait donné un nom à ce que Sophia faisait déjà. Dans les mois qui ont suivi le règlement, Sophia s'est retrouvée à parler à 2 femmes différentes qui l'avaient contactée par l'intermédiaire de relations communes, toutes 2 au début d'un divorce conflictuel, toutes 2 effrayées, toutes 2 convaincues qu'elles n'avaient pas de bonnes options. Elle avait passé des heures avec chacune d'elles. Elle avait mis l'une en contact avec Rebecca et l'autre avec une organisation d'aide juridique à New Haven. Et toutes 2 lui avaient dit indépendamment et dans des termes différents que la chose la plus utile qu'elle avait faite était de raconter son histoire directement et sans le faux réconfort de prétendre que cela avait été facile. L'organisation à but non lucratif s'appelait The First Call. Elle fonctionnait à partir d'un petit bureau loué, d'un site web et d'un partenariat avec 3 avocats spécialisés en droit de la famille qui offraient des consultations à tarif réduit. Elle avait aidé 41 femmes au cours de ses 8 premiers mois d'existence. Elle avait une liste d'attente. Rebecca siégeait au conseil d'administration. Dana gérait la communication. Paul Merritt avait offert ses services pour 2 affaires qui nécessitaient des travaux de comptabilité judiciaire. Un jeudi soir de mars, exactement 13 mois après la Saint-Valentin, Sophia était dans la cuisine en train de préparer le dîner lorsque son téléphone a sonné. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a failli laisser le répondeur prendre le message.
Puis elle a répondu. La voix à l'autre bout du fil était jeune et effrayée, et s'efforçait de ne laisser transparaître ni l'une ni l'autre de ses émotions. Une femme nommée Anaïs, âgée de 29 ans, 3 semaines après son accouchement, appelait depuis sa voiture dans un parking, car elle ne voulait pas passer l'appel depuis l'intérieur de la maison. Son mari se comportait de manière étrange depuis la naissance. Son téléphone était toujours posé face vers le bas. Il était rentré à la maison 2 nuits auparavant et lui avait dit qu'elle devait lui laisser de l'espace. Elle avait signé des documents financiers qu'il lui avait présentés 6 mois auparavant, sans être tout à fait sûre de leur contenu. Sophia se tenait debout devant le comptoir de la cuisine et écoutait. Emma était dans l'autre pièce, bruyante comme le sont souvent les tout-petits, qui mijotent en quelque chose, mais qui n'ont pas encore atteint le stade où il faut intervenir. Les guirlandes lumineuses étaient allumées à l'extérieur de la fenêtre. Les tableaux étaient accrochés au mur. La cuisine sentait l'ail et l'huile d'olive et dégageait la chaleur particulière d'une maison habitée et aimée. « D'accord, Sophia dit, voici ce que je veux que tu fasses. Tu es dans un endroit où tu peux prendre des notes? » « Oui, répondit Annalise. Tout d'abord, photographie tous les documents financiers auxquels tu as accès sur ton téléphone ce soir. Relevés bancaires, formulaires fiscaux, tout. Fais-le avant qu'ils ne se rendent compte que tu les regardes. D'accord. Ensuite, demain matin, tu vas passer un coup de fil. Je vais te donner un numéro. D'accord. Cet appel va te faire peur. Passe-le quand même. C'est le premier appel qui change tout. Je le sais parce que j'ai passé le mien depuis la cuisine de ma sœur à 22 heures il y a 13 mois. Et tout ce qui a suivi cet appel a été difficile, mais cela en valait la peine. Une pause, puis calmement. « Que vous est-il arrivé? » Sophia regarda par la fenêtre de la cuisine les lumières du porche. « Mon mari m'a mise dehors en février, dit-elle. 3 semaines après avoir accouché de notre fille âgée de 10 jours. Je ne me suis pas effondrée et je ne me suis pas enfuie. J'ai trouvé les bonnes personnes, j'ai tout documenté et je me suis battu par tous les moyens légaux à ma disposition. Je me tiens actuellement dans ma cuisine, dans la maison qui est à mon nom, en train de préparer le dîner, tandis que ma fille rit dans la pièce voisine. » Une autre pause. « Ça va mieux, a dit Annalise. Ce n'était pas vraiment une question. Ça s'est amélioré, a confirmé Sophia. Pas facilement, pas rapidement, mais complètement. Elle a entendu Annalise expirer. « Note ce numéro, a dit Sophia. Elle lui a donné le numéro du bureau de Rebecca. Elle laisse rester au téléphone pendant encore 12 minutes, écoutant et répondant. Comme le fait quelqu'un qui connaît exactement le poids de ce que porte son interlocuteur, parce qu'il l'a lui-même porté. Quand elle a raccroché, elle resta un moment dans la cuisine. Puis elle est allée voir Emma, qui avait fouillé dans le placard à Tupperware et menait une expérience sérieuse impliquant un couvercle et une passoire, et la question de savoir si le couvercle s'adapterait, ce qui n'était pas le cas, mais Emma n'était pas encore prête à accepter cette conclusion. Sophia s'assit sur le sol de la cuisine à côté de sa fille et la regarda essayer. Emma prit le couvercle. Elle examina la passoire. Elle réessaya avec une concentration tout à fait naturelle et tout à fait magnifique. Sophia pensa alors, « C'est ça qu'il faut protéger. Pas une maison, pas un accord à l'amiable, pas un dossier judiciaire. Cette personne, cette petite personne féroce et totalement déterminée qui réessaie à chaque fois sans s'excuser. » Elle tendit la main et laissa Emma y poser le couvercle. Comme le font les bébés lorsqu'ils veulent être témoins, elle le prit. Elle le retourna comme on le fait lorsqu'on joue le jeu. Sérieusement. « Je le vois, dit-elle. Bon travail. » Emma la regarda avec une satisfaction totale. Puis elle reprit le couvercle et réessaya. Dehors, la lumière du soir faisait ce que fait la lumière de Mars dans le Connecticut lorsque la saison commence à changer, pénétrant faiblement, chaude et dorée à travers la fenêtre de la cuisine, et tombait sur le sol en longs rectangles. Elle éclairait la pointe des cheveux d'Emma, le coin du réfrigérateur et la petite rangée de photos sur le rebord de la fenêtre, dont une de Sophia, Dana et Emma, prise en octobre dernier. Toutes les 3 plissaient les yeux face au soleil dans le jardin, avec une joie qui n'avait pas besoin d'être mise en scène. Sophia regarda la photo. Elle regarda sa fille. Elle regarda la cuisine où elle était revenue, la maison dont elle avait refusé d'être chassée, la vie qu'elle avait reconstruite, un fait documenté, un coup de téléphone et un jour à la fois. Elle n'avait pas voulu de cette histoire. Elle n'avait pas choisi la nuit qui l'avait déclenchée.
Elle n'avait pas demandé à se retrouver dans le froid de février avec un bébé de 10 jours, sans rien d'autre que sa propre lucidité, le numéro de téléphone de sa sœur et le choix entre s'effondrer ou continuer. Mais elle avait fait ce choix et elle avait continué. Et la femme qui était assise sur le sol de la cuisine en mars, regardant sa fille essayer 17 fois la même chose impossible sans abandonner, n'était pas la femme qui s'était tenue sur un escabeau pour accrocher des guirlandes de Noël et qui croyait qu'une bonne vie était quelque chose que votre mari vous aidait à construire. Elle était quelque chose de mieux que cela, quelque chose de plus dur, de plus précis et de plus entièrement sien. Les lumières du porche s'allumaient automatiquement à la tombée de la nuit. C'étaient les mêmes lumières, les mêmes guirlandes qu'elle avait démêlées il y a 4 ans, puis à nouveau il y a 1 an, depuis le haut de son escabeau, tandis que sa sœur, en dessous, lui disait qu'elle allait tomber. Elle n'était pas tombée. Elle n'allait pas tomber. Voici la dernière chose qu'il faut savoir à propos de Sophia Calloway. La chose la plus importante et la plus facile à manquer dans une histoire pleine de salles d'audience, de documents et de mécanismes juridiques spécifiques. Rien de tout cela. Ni la comptabilité judiciaire, ni la caméra de surveillance, ni le notaire frauduleux que Paul Merritt avait trouvé dans un registre des licences. Rien de tout cela n'aurait été possible si, lors de la pire nuit de sa vie, dans le froid de février, avec un bébé de 10 jours attaché à sa poitrine et une porte fermée derrière elle, elle n'avait pas fait un choix. Pas l'appel téléphonique. Le choix a précédé l'appel téléphonique. Le choix était le suivant. Elle a décidé que ce qui lui avait été fait ne déterminait pas ce qu'elle ferait ensuite. C'est toute l'histoire. Tout le reste, les avocats, les audiences, le règlement, l'association à but non lucratif, les peintures sur les murs et Emma sur le sol de la cuisine essayant encore et encore la même chose impossible sans s'excuser. Tout cela découle de cette décision prise dans le calme, dans le froid, devant une maison qu'elle avait aidé à construire, par une femme qui refusait, même à ce moment-là, même là, de cesser de croire qu'elle valait la peine de se battre. Elle avait raison à ce sujet. Elle avait toujours eu raison à ce sujet. Emma a finalement réussi à poser le couvercle à plat sur la passoire. Il ne s'adaptait pas parfaitement, mais il tenait en équilibre, vacillant légèrement, maintenu en place par la persévérance plutôt que par sa conception. Emma la regardait avec une expression de triomphe pur et complet. Puis, elle regarda sa mère. Sophia rit, un rire sincère, spontané, franc. « Je sais, dit-elle. Je sais que tu as réussi. » Dehors, à Maple Ridge, les lumières du porche brillaient d'une lueur constante et chaleureuse dans l'obscurité naissante. À l'intérieur, une mère et sa fille étaient assises ensemble sur le sol de la cuisine, et tout était parfait, pour l'instant. Conclusion. Le contenu que vous venez de découvrir a été recherché, élaboré et édité manuellement par notre équipe. Il a été conçu dans le but de vous offrir non seulement une histoire, mais aussi une perspective, une leçon et un rappel que même dans les moments les plus difficiles, vous pouvez toujours faire le bon choix. Merci de nous avoir accordé votre temps. Nous ne prenons pas cela à la légère. Le souffle des songes. Mais douche en mode laisse-moi tranquille! Genre laver, savon et tout. Je fais pas tous les jours, genre. C'est ce que je veux dire? Parce que je sens pas, parce que je transpire pas, parce que je bouge pas en fait. Et quand je travaille, je me lavais tous les jours, oui, normal. Mais là, je travaille pas. Mon travail, c'est le PC. Du coup, juste je me rince vite fait les aisselles, les pieds et les parties intimes et tout. Mais savon et tout, machin. Ah, c'est pas tous les jours, hein. Ah, c'est pas tous les jours, hein. You win. C'était. Yeah, well nice. played. Vous voyez ce que je veux Bro, dire? they won't die, man. I dinked them all, man. What the fuck? Je sais pas si c'est crade ou pas, genre. Moi, souvent, tous les jours, je me rince à l'eau. Souvent. Mais presque, en fait, tous les jours, je pense. Genre, je me rince à l'eau vraiment sans savon, hein. Tous les jours, c'est sûr, et je me rince l'eau juste partie intime, sans savon, sans rien, juste je me rince. Mais vraie douche en mode gel douche, machin. En vrai, pas tous les jours, hein. Genre, une vraie douche, je pense, je prends une fois tous les 3-4 jours, je me mousse et tout, je me lave les cheveux, je mets du savon à fond et tout, tu vois.
Mais sinon, juste tous les jours, c'est Halo. Three here. Arbor max. Three here. Tous les jours, c'est Halo. Juste de Let's l'eau. kill genre. Arbor. خلاص. Vous voyez ce que je veux dire? Et dites-vous que j'ai vu une vidéo de Fabien Olicard qui avait rencontré une fille qui se lavait Ouais. sans savon, tu Good vois. job. Genre juste elle se rinçait à l'eau. Et tout le monde disait ah mais elle est trop crade et tout. Alors je suis en mode mais moi juste je me rince à l'eau. C'est un peu normal pour moi. Parce que déjà sachez que le savon c'est pas très bon pour votre peau de se savonner tous les jours et tout, ça assèche et tout. Des fois c'est bien juste de mettre juste de l'eau. Si vous puez après vous êtes rincé à l'eau, c'est qu'il y a un problème déjà. Vous n'êtes pas censé sentir après vous être rincé. Est-ce que vous comprenez? Mais sinon, savon, c'est quand je me lave les cheveux, ben, je me savonne. Donc, une fois tous les 3-4 jours, je savonne ma tête, tout, je savonne tout, tu vois. Cypher say. Mais c'est vrai, hein. Non, mais en vrai, c'est vrai ce que fake. je vous dis. We can fake if we get. Se savonner, frotter sa peau avec du savon tous les jours et tout, c'est pas toujours très bon pour la peau. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Let's go back. Tu peux... Ah bon? Pourquoi tu pues après un rinçage? Nice. Ah merde, j'ai pas enlevé mon tracker. J'allais retasturber avec la flèche. Comme ça, fast. Non, je pense que t'es pas censé. Bah, en tout cas, moi, après mettre un salaud, pour une vraie, je sens pas. Hein, genre, pas de transpi, pas d'odeur bizarre ou quoi. Je sens pas du tout. Ouh là là. One minute to spawn. Oh non, je fais de la merde. T'as les cheveux longs, tu les rinces? Ah oui. Ah oui, mais moi je me rince sans mouiller les cheveux. En vrai, les cheveux mouillés, ça pue. Enfin, ça pue, ça a une odeur. Mais moi, je me mouille pas les cheveux quand je me rince, tu vois. Vraiment, le but, c'est vraiment partie intime, aisselle et pieds, tu vois. Vraiment, les endroits qui peuvent sentir, tu vois, bah je rince. Mais les cheveux, je me lave les cheveux une fois tous les 3-4 jours. Même une fois par semaine. Les cheveux, vraiment, je me lave une fois tous les 4 jours, et même des fois une fois par semaine, les cheveux. Parce qu'en vrai, mes cheveux, ils deviennent rarement gras. Ils se grassent très lentement. Je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. Genre, ils sont pas gras, quoi. Ils sont gras au bout vraiment de longtemps. En fait, mes cheveux sont tellement secs qu'il y a aucun gras il y a aucun gras, genre, rien. En fait, je suis asséchée. Je suis asséchée premier degré. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de choses. Ouais, c'est vraiment le désert. Mais même ma peau, elle est toute sèche et tout, en fait. Je suis très asséchée, je suis très sec. Mais oui, les cheveux mouillés, ouais, ça, je sais que ça sent. Même quand tu laves ton animal de compagnie. Ah, bah, je me souviens, à un moment, j'avais rincé mon perroquet, ma perruche. Et je crois que c'est l'odeur la plus dégueulasse que j'ai sentie de ma vie. Les plumes mouillées, ça me dégoûte. L'odeur des plumes mouillées, ça me dégoûte. C'est vraiment très niche, hein. C'est très niche comme... Mais tout ce qui est poils, plumes, cheveux mouillés... Après, mes cheveux, ça va. Je trouve que ça sent pas trop, mais c'est vrai que ça a une odeur de mouillé, quoi. Une odeur de mouillé. Non, moi, je me rince à l'eau, mais genre vraiment vraie douche, c'est vraiment une fois tous les 3-4 jours, genre. Et encore, si je suis généreuse, hein. Et encore, je suis généreuse, hein. Mais je sens jamais, y a personne qui m'a dit tu pues, quoi, jamais de la vie. Peut-être, je sais pas. En plus, j'ai un savon bien fermier, bien naturel, là, qui a une odeur très spécifique, genre. Et les Cypher. Down. I'm blind. One on you, Astra. One on you, Jet. One on you. Oh. What?
Oh my god. Nice, Nice. nice, Oh my god. nice, nice. Wesh, il était où? What's he doing? Why is he running with my fault? He thought I rotated. Yeah. But why is he thinking that? Non, non, bro. Ouah, j'ai galéré. T'es pas une bonne gameuse alors. Ask him, bro, ask him. Peut-être je mais dites-vous que hier, non. Hier, c'est quand j'avais mon pull noir. Hier, j'ai transpiré beaucoup, mais je me suis rincée. J'ai transpiré tellement, en fait, mes games Valo, elles me font transpirer. Mes games Valo me font transpirer. J'ai vraiment, j'ai fait comme ça. J'ai fait, ouais, non, là, la game Valo, elle était rare. J'ai vraiment transpiré de fou. Alors que je suis juste restée assise sur ma chaise, c'est tout. Et j'étais rincée parce que je puais trop. Il y a des games Valo, je tryhard trop et vraiment, premier degré, je transpire, genre. C'est comme du sport, hein. C'est pas pour rien, on dit e-sport. Ça fait transpirer, hein. Ah, j'ai été me rincer Bébé. direct, je puais trop. Waouh. Et la team, je suis en 9-3 sur Breeze. Allez, en 7. Not Je suis yet. en 9. Yeah, Ok, yeah, no. also. Je suis en 9-3 sur Breeze. C'est une dinguerie. Coucou le Jiangxi. Flash, flash. I'm behind him. Tu backside. En plus, je suis MVP. One more, 40. Je suis MVP. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, je transpire pas bizarrement sur Halo. Bro. How did they rework this map? Mais en fait, c'est Shit, no. juste parce que t'es trop fort, en fait. Moi, je transpire all parce the que les bullshit, bro. ennemis, tu sais, ils sont Non, forts et non, du coup, je suis it's also concentrée et tout. Toi, beautiful t'as map, pas bro. besoin. But T'as this pas besoin one de looks transpirer, like tu vois. shit in the map. T'es trop chill. T'es trop chill. T'as pas besoin. Oui, quand tu réfléchis, vous savez que réfléchir, ça fait maigrir? Vous savez que réfléchir, ça fait maigrir, hein, premier degré, hein. Ça te fait brûler des calories, hein. Merci Wati pour ton follow, merci beaucoup, comment tu vas? Achète un compte Iron. Oui, allez. Bannez-moi la galotte, s'il vous plaît. Riot, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne le connais pas. Je ne connais pas la galotte. Il est VIP, mais je sais pas si qui, l'écoutez pas, il dit vraiment des conneries, là. Achetez pas de compte. Et- Achetez pas de compte. C'est pas bien, c'est pas bien. Oh, 2 mid, 2 mid. Non, Oh, mais je fuck, pense fuck. que tu transpires que quand Moment, mais- tu sues, tu vois, parce que les ennemis, ils sont trop forts. 140 Mais on si Hava. tu es meilleur qu'eux, tu transpires pas. Oh, C'est les pour fuck. ça. Ah, j'ai step. Cypher was an A+. Or one mid. Mais ils sont trop cons, hein.